Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Khalid Hamdani, vous êtes le directeur de l'Institut éthique et diversité basé ici à Paris. Younes Dina, membre de l'Association marocaine des droits humains, et Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci à vous. Alors, on l'a vu, la protestation a gagné plusieurs grandes villes, dont Rabat, la capitale, sans doute pas solidarité avec les Rifains. Alors, quel est l'impact de la crise aujourd'hui dans le Rif sur l'ensemble de la vie politique, économique et sociale au Maroc? C'est un sujet de la rédaction signée Birama Saounera. Al Hoceima est devenu le symbole de la contestation du Rif, région du nord du Maroc. Dans cette ville, plusieurs milliers de manifestants descendent dans la rue depuis plusieurs semaines pour réclamer à l'État marocain des solutions contre le chômage des jeunes, mais aussi plus d'infrastructures sociales, notamment l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé. Le gouvernement a annoncé 10 milliards de dirhams d'investissement pour les 5 prochaines années pour absorber ces inégalités sociales. C'est le ras-le-bol général, c'est-à-dire au plan social, au plan économique, au plan des infrastructures socio-économiques. La révolte du Rif traduit un petit peu le mécontentement qui s'empare de larges couches sociales et de régions au niveau du Maghreb. Donc, toutes ces poches de révolte traduisent les effets destructeurs de la mondialisation et les politiques néolibérales qui sont synonymes de chômage de masse, de paupérisation et de désintégration sociale. Sur le plan politique, la contestation a pris des allures de bras de fer entre les leaders du mouvement Al-Irak et le gouvernement royal. Son leader Nasser Zefzafi et plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés alors que les contestataires ont enregistré plusieurs soutiens au plan national, notamment à Rabat et Casablanca. À Al Hoceima, le 14 juin 2017, 25 manifestants ont été condamnés à 18 mois de prison ferme pour atteinte à la sécurité intérieure. Nourriture de mauvaise qualité, isolement, durée des visites limitée à 10 minutes, les droits fondamentaux des prisonniers ne sont pas respectés. Ils sont en cellule d'isolement, ce qui s'apparente à une mesure punitive alors même qu'ils n'ont pas été jugés. La comparution du leader du mouvement de contestation, Nasser Zefzafi, est prévue le 10 juillet à Casablanca. Le Rif est connu pour son passé vindicatif. En 1958 et en 1984, l'État marocain avait mené des répressions féroces contre 2 soulèvements populaires dans la région. Les manifestations ont causé près de 15 millions de dirhams de dégâts matériels entre Al Hoceima et Imzouren. La pêche, l'une des principales activités économiques accessibles aux populations les plus démunies, traverse une crise. C'était donc un sujet signé Ibrahima Diouma Ba. Alors, M. Dina, dis-nous, quelle est aujourd'hui la profondeur de la crise dans le Rif? Est-ce qu'il y a une dimension politique? C'est une dimension déjà nationale, donc j'ai déjà une remarque sur le titre, la cohésion nationale à l'épreuve de la crise. Jamais la cohésion nationale n'a été aussi ravivée qu'après cet événement. C'est au vu déjà à la répression qu'ont subi certains mouvements à Casablanca et à Rabat, et même dans d'autres villes dont on parle moins. On parle à Khalet Serna, à Taounat, des régions qui subissent autant l'oppression, par exemple, après le décès de la petite Idia, par exemple, qui a mobilisé toute une région très riche minéralement, mais malheureusement mal équipée au niveau de la santé. C'est une fille qui était morte faute de soins d'urgence de proximité. Il y a pas mal de régions qui ont pas mal de choses communes avec le Rif. Et les choses communes sont les points négatifs qu'a cité le reportage. Donc, très bien. Alors, en parlant de la profondeur de la crise, on parle surtout des tournants et des décisions qu'a pris le gouvernement pour apporter une réponse. Alors, si la réponse était autour d'une discussion, déjà, les personnes avec qui on aurait pu discuter sont tous presque en prison. Mais malgré ça, les manifestations ne se sont pas arrêtées. En plein ramadan, les gens sortent chaque soir pour manifester. Monsieur Hamdani dit quand l'ordre public est menacé, il faut que l'État intervienne, il faut que l'ordre public soit rétabli. Je suis bien d'accord, mais quand des forces de l'ordre détruisent des propriétés publiques, à savoir des lampadaires, à savoir des échoppes privées,
et à utiliser des pierres ou des lance-pierres pour attaquer des manifestants, à quadriller carrément une ville, parce que le Hoceima, alors qu'il est carrément quadrillé de façon militaire. Alors, très rapidement. Oui, avant M. Hamdani, très rapidement, avant que vous on ne parle reveniez, d'oppression et pas d'appel à l'ordre. D'accord, mais ça c'est l'effet, c'est la manifestation. Moi, je vous demandais la dimension politique de cette crise. On est quoi dans un contexte qui pourrait rappeler le contexte des années 20? C'est un examen. Oui, non, mais on y arrive. C'est un examen au régime en place au Maroc. S'il y a une réponse juste et sage à cette manifestation, il y aura forcément des corollaires au niveau du Maroc en entier. Parce que si on répond positivement aux demandes du RIF, peut-être que la chose que le gouvernement craint, c'est que des mouvements similaires fassent écho dans tout le Maroc. Si la réponse est négative, et pour l'instant c'est ce que perçoivent la population au RIF, les conséquences sont aussi graves, parce qu'il y a risque d'embrasement. D'ailleurs, c'est attisé par une sorte de cohésion nationale qui est oubliée et qui n'est pas exprimée par la voix des partis politiques ou de la société civile. Monsieur Hamdani, est-ce qu'il n'y a pas un piège à ce qu'on réponde par la répression? Alors, à ce stade, je voudrais revenir sur un point fondamental. S'il vous plaît. La notion de cohésion nationale. Oui. Il faudrait qu'on sache de quoi l'on parle. Il y a un mouvement social. On a tout à l'heure dit clairement qu'il y avait des problèmes économiques. Oui. Infrastructurel, éducatif, sanitaire, tout cela, on l'a dit, le constat est établi, les autorités elles-mêmes le reconnaissent. Le roi a une sollicitude à l'endroit de cela et ce sont des problèmes que l'on connaît. En revanche, c'est une question de cohésion sociale. Ce n'est pas une question de cohésion nationale. Pour le Maroc, pour d'autres pays, je ne sais pas. Mais pour le Maroc, ce qui est évident, c'est que des soulèvements comme celui-ci ou des mouvements de protestation, et j'ai utilisé le mot de soulèvement qui est très fort, sont arrivés. Peuvent arriver, arriveront peut-être un autre jour. Mais la question de la cohésion nationale n'a jamais été mise en équation au Maroc. Monsieur Hamdani, pas aujourd'hui. Quand une région de votre pays... Je termine, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tous les Marocains savent qu'ils sont dans un contexte géopolitique qui est extrêmement dangereux dans le monde entier. Que le contexte géostratégique et géopolitique régional est tout sauf serein. Et il y a un génie du peuple marocain, je le dis calmement, oui, qui fait que quelque part, nous nous sentons tous profondément marocains. Donc la question de la cohésion nationale n'est pas le vrai débat ni le vrai sujet. Mais la crise est réelle. On ne va pas nier les problèmes. On ne va pas nier les problèmes. On ne peut pas sous-entendre que le Maroc va avoir les problèmes que connaissent d'autres pays. Non, on ne va pas comparer. Mais la question, M. Hamdani, en sémantique, distinguer cohésion sociale nécessaire à construire de cohésion nationale qui a déjà été faite. Le Maroc a déjà construit. La question, M. Hamdani, c'est quand vous avez des compatriotes qui pensent que la situation économique et sociale qui leur est faite est due à leur appartenance à la fois géographique et identitaire, mais c'est ce que disent, beaucoup de riverains. Nous en avons déjà parlé dans la séquence précédente. L'arrivée de Mohamed VI et les manifestants et beaucoup de porte-parole. J'ai vu le colloque qui s'est passé, la dame qui a parlé avec beaucoup d'émotion. Vous parlez de quel colloque? Qui était organisé par l'IACMRE? Oui, il y a on parle du président en même temps, parce qu'il faut noter, le colloque dont on parle, il n'y avait personne, enfin beaucoup de familles, des personnes qui ont été emprisonnées ont refusé d'y participer, et c'est organisé par le président de la région. Ça a été organisé par le président de la région du Tanger. Cela. Je ne crois pas qu'il y ait un Marocain qui remette en cause son appartenance nationale. Monsieur Hamdani, vous semblez nous dire autour de cette table... Oui. Circuler? Absolument pas. Absolument pas. Sinon, si c'était circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y aurait pas eu, le 17 octobre 2015 à Tétouan, en présence de Sa Majesté, le lancement du programme Al-Hoceima Manaratul Mutawassit, et ce programme dont vous savez qu'il a... inauguré en 2015. Oui, mais le temps de l'investissement. J'ai fait un tout petit peu d'études d'économie. Le temps de l'investissement n'est pas le temps de la réalisation. On est en 2015-2019. Vous savez, on va y arriver. Un programme qui a été lancé. Sur ce point de prendre... si vous voulez que je continue déjà... Allez-y très rapidement. Très rapidement. Déjà, quand on parle de projet, alors il faut savoir qu'il y a... Moi, je n'ai jamais déjà parlé de cohésion nationale. J'étais même contre le fait qu'on parle que la cohésion nationale n'a jamais été aussi forte que pendant un soulèvement pareil. Pardonnez-moi, parce que ça appelle vous interrompez vraiment avec
Fraternité à affection presque. Oui. Si vous Donc on est bien d'accord sur ce point. Si vous m'y autorisez, Oui. vous voyez ce que je viens de vous dire. Voilà la démonstration. Nous pouvons être en désaccord. Nous pouvons exprimer différemment. Mais personne d'entre nous au Maroc, je vous le dis, en ayant vécu 38 ans dans ce pays de France, et on a quitté le Maroc à l'âge de plus de 22 ans, eh bien, je vous dis que nous étions d'accord. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que l'on fasse cette précision. Aucun Marocain, et on vient de le démontrer, même en désaccord, ne reniera ni renoncera au fait que nous sommes tous unis dans notre marocanité. C'est la forme de la Marocanité. Moi, je me dis, est-ce que le débat d'aujourd'hui consiste à dire qu'on est pour la marocanité ou pas? Exactement. La question n'est pas là. C'est que certains médias et réseaux sociaux l'ont, hélas... Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas dévier la question, le sujet pour lequel on parle ici. Des projets. Ici, il s'agit tout simplement de répondre aux frustrations accumulées par une population, précisément parce qu'il y a des mots d'ordre où on voit il y a la rogra. Bon, moi, je ne suis pas très expert, mais je sais que ces mots renvoient un peu à un mépris qu'une population ressent du fait de son identité et croit que c'est ces mépris qui expliqueraient pourquoi sa région est abandonnée. À partir du moment où il y a une rupture de confiance entre les citoyens d'un pays et ses représentants politiques, et qu'il n'y a pas cette confiance qui est le lien des citoyennetés, parce que le lien qui unit des individus avec un État, c'est la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est précisément la possibilité d'avoir des droits face à cet État, notamment d'avoir accès aux biens de la liberté. Et les mêmes droits pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, à partir du moment où on pense et qu'objectivement, on n'a pas accès aux biens de la liberté, notamment les infrastructures les plus basiques, en ce moment-là, on peut craindre, parce que la cohésion nationale exige que tout le monde soit d'accord sur les principes. Sur les principes, tout le monde est d'accord. Mais les principes, il faut les mettre en avant. Les principes qui organisent l'État du Maroc, personne ne les conteste. Mais en revanche, il s'agit de mettre en œuvre le bien-être des populations rifènes et de tout le Maroc, puisque aujourd'hui, la question, c'est plus une question des habitants du Rif. Cette question est aujourd'hui, tous les habitants du Maroc, c'est la réapproprie, puisque les manifestants de Rabat... Comment on réintègre dans la communauté nationale une partie de ce... Alors, M. Dina, je l'ai dit au début de l'émission, on ne va pas faire comme si le roi Mohamed VI ne faisait rien. On se souvient, en 2011, un plan de développement a été mis en place avec un fonds de 10 milliards de dirhams, soit 900 millions d'euros. La question, c'est pourquoi ces investissements massifs ne donnent pas fruit. Ne produisent pas les fruits et se limitent dans les grandes villes périphériques. C'est ça aujourd'hui aussi la question. C'est en fait, lorsqu'on parle, et là je ne fais que paraphraser, on parle bien de cohésion, là il n'y a pas de question, mais on parle dans quelle nation? Et ça veut dire que l'attachement à une nation, il vient par rapport aussi à ce qu'offre cette nation. Tout à fait. Là, on parle de projet Manar al-Mutawassit, avec un investissement de 10 millions donc qui a été inauguré en 2015. Il y a pas mal d'ailleurs d'établissements de santé qui ont été inaugurés en personne par le roi Mohamed VI. Le problème, c'est que des années après, on parle aussi d'un centre d'oncologie. On parle d'une région qui a le plus grand taux de cancer suite au bombardement par des gaz chimiques. C'était l'une des premières régions au monde qui a subi de tels bombardements chimiques. Et donc, les séquelles de santé sont vivables jusqu'à maintenant. Alors, les équipements ont disparu et il n'y a pas de suivi de santé. Tous les gens au Rif doivent descendre jusqu'à la région centrale, Rabat, Casablanca, pour avoir des soins, même basiques. Oui. Donc là, c'est la réalité. On parle aussi d'immigration clandestine. On parle de gens. Rien que hier, il y a l'un des militants du Irak qui a trouvé sa mort sur les côtes libyennes en essayant de passer de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est la réalité. C'est le chômage de masse et c'est la réalité économique. Alors, en parlant de projets... Oui. Alors, le point commun de tous les projets dans le nouvel ère Mohamed VI, ils ont quand même, parce que c'est une continuité des grands projets qui étaient à vocation agricole de l'ère de Hassan II, quand on parlait de grands projets de barrages et de construction de routes, d'infrastructures routières. Il y en a aujourd'hui. Exactement. Et c'est des projets très coûteux à l'État. Mais il y a beaucoup de questions aussi sur les financements et aussi sur la rentabilité par rapport à la population, par rapport à la génération d'offres d'emploi réelles et sur l'amélioration des conditions de vie de la population marocaine. Quand vous parlez d'un projet qui a été inauguré en 2015, qui vient d'être relancé, mais pas par les ministres qui sont concernés sectoriellement, mais par le ministère de l'Intérieur. La visite récente d'une délégation de ministres à l'OCMA n'a pas été du tout bien reçue, pour une seule raison.
On parle de la visite d'Arnouch, qui est le ministre de la pêche maritime, du secteur agricole, et du secteur vitaux marocain. On parle d'un pays qui est 17e sur les ressources halieutiques et qui devrait être l'une des premières personnes questionnées après le décès de Mohsin Fikri octobre dernier. Le pêcheur qui a été effectivement happé. Cette même personne discutait et négociait des positions dans le gouvernement actuel et qui a pris 6 mois pour sortir après maintes tergiversations. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'éléments. Vous pensez qu'il y a effectivement un manque de suivi? Brice, peut-on aussi dire, alors, très rapidement, qu'il y a un problème d'identification des priorités? Parce que, attention, remarquons quand même les mesures qui sont prises par le roi Mohamed VI, qui d'abord se fait entourer des conseillers originaires de la région et qui met en œuvre des projets, mais qui ne produisent pas significativement les fruits en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de lutte contre le chômage, la précarité. Est-ce qu'il y a un problème d'identification des priorités? Écoutez, moi je pense qu'à ces stades, il faut rester objectif. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'identification des priorités, parce qu'il faut reconnaître quand même au roi Mohamed VI, déjà dans sa méthode, c'est cette façon d'aller, puisque déjà même après le décès de M. Moussine, il a envoyé le ministre de l'Intérieur pour aller assister. Exactement. Donc il y a toujours cette démarche d'apaisement. Et par ailleurs, il y a quand même aussi des mesures qui ont été prises, parce qu'il y a eu, il me semble, une enveloppe qui a été débloquée précisément pour accompagner, notamment mettre en place un établissement des soins, pour un accès des soins plus important. Parce que moi, je pense qu'au niveau des infrastructures de base, on a l'accès aux soins, ça c'est prioritaire. L'eau potable. Et donc, ce qui est en cours actuellement, il y a l'accès donc à l'eau potable, ce qui me semble-t-il aussi dans le programme. Et après, c'est vrai que la temporalité économique n'est pas la même que la temporalité des exigences. Ne suit pas le rythme voulu. Voilà, les exigences sont immédiates parce qu'elles sont liées à des besoins qui sont immédiats et qui doivent être satisfaits immédiatement. Mais la réponse aux besoins immédiats prend toujours du temps, en tout cas quand on veut qu'elle soit structurée. Mais quelles mesures immédiates? À mon avis, il faut lier la compréhension des besoins, la satisfaction des besoins immédiats des populations à la réponse qui doit prendre du temps. Et pour cela, il faut expliquer, il faut faire preuve de pédagogie, il faut qu'il y ait plus de sagesse. La pédagogie, justement... de me retrouver avec lui sur ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, il faut d'abord le temps de l'apaisement. Je propose, pour revenir sur les mesures à adopter on peut en parler de mesures, à court terme et à long terme pour sortir de cette crise, je propose qu'on marque une courte pause. On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.